Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre webconférence après le choc de la résilience à la réinvention de la DSI. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut G9+, l'Institut G9+, est un think tank numérique qui regroupe des associations d'alumni d'une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, de management et d'universités. Nous réalisons régulièrement des événements comme celui-ci ou d'autres. Vous pouvez voir sur notre site g9plus.org toutes nos activités. L'événement d'aujourd'hui, il est d'une nature peut-être un petit peu différente. Dans le cycle prospective du G9+, on s'est dit, il y a la crise. Et est-ce qu'il y a des sujets prospectifs dans les systèmes d'information, dans les directions des systèmes d'information des entreprises. Et donc, on s'est dit, allons à la rencontre des dirigeants des systèmes d'information et posons-leur la question. Et donc, toute l'équipe est allée à la rencontre d'une vingtaine de dirigeants des systèmes d'information pour leur poser la question. Et c'est le rapport que je vais vous présenter rapidement et qui sera suivi par une table ronde animée par Valentine Ferréol, également membre du G9+. Et moi-même, je suis Anna Semedo, membre du CEO du G9+. Donc, à la rencontre de ces DSI, on leur a posé 3 questions. Comment la crise change l'activité des directions SI, leur rôle et leur positionnement? Comment la crise change la stratégie et les priorités SI des entreprises et comment elle est une opportunité pour agir différemment. Là, sur l'écran, vous avez quelques logos d'entreprises dont les dirigeants ont accepté d'être interviewés par nous. Alors, juste un point, c'était très difficile dans une phase d'incertitude comme celle que nous vivons de partir directement vers des sujets prospectifs. Donc, nous avons fait le choix de dire, mais comment ça s'est passé, en grosso modo, depuis le mois de mars, et de partir sur ce fil pour extrapoler des sujets prospectifs. Et c'est dans ce fil que je vais aussi vous présenter notre rapport. Donc, tout d'abord, toutes les entreprises sont unanimes pour dire que ça a été un crash test réussi. On avait fait des tas de conférences sur la transformation numérique et là, on voit un accélérateur incroyable de la transformation numérique. Donc, certains nous ont dit on a fait un saut quantique dans le télétravail. D'autres nous ont montré comment ça avait changé aussi des représentations. Donc, il y a une prise de conscience par rapport que la DSI n'est pas qu'un centre de coût. Ou alors même dans les représentations par rapport aux populations. Certains estimaient qu'une partie de la population n'était pas éligible. La crise a montré le contraire. Ou pour certains, les forces de vente n'avaient pas de portable. Tous en ont maintenant. Et intéressant de voir comment les syndicats, la DG, changent leur façon de voir les SI. Mais ils nous disent quand même, maintenant, il faut un vrai changement de culture. Donc, on voit que la Covid a été le meilleur agent de la transformation numérique. Et cela a été possible par la confiance, la coopération et l'énergie venue du plus profond de l'organisation. Et ça fait vraiment plaisir parce que quelle que soit l'entreprise, les contextes ont été différents, mais on se retrousse les manches et on y va, très à la française, et il y a une énergie incroyable qui se déploie, et on y va, et on réussit. Et pour cela, on peut se dire, l'individu a montré qu'il était capable. La DSI a montré qu'elle était capable. L'entreprise a montré qu'elle était capable. Et tout cela est formidable et j'espère qu'on pourra partir vraiment avec cette énergie, avec ces forces positives. D'autres éléments de succès ont été l'audace et la prise de risque. Certains DSI nous ont dit on a pris des risques sur la cybersécurité, certains aussi sur des procédures, par exemple, de validation. On a fui certaines étapes, mais pour autant, tout s'est bien passé. Et après, il y avait la réactivité, l'avance technologique et stratégique. Les entreprises qui avaient de l'avance se sont mieux débrouillées. Cette phase a été aussi un révélateur des marges de productivité, de l'état des compétences
de l'entreprise et de la place prise par les prestataires. Personnellement, j'étais étonnée de voir que à peu près tous les dirigeants nous ont parlé de la question des prestataires. Alors, à la fois les prestataires qui ont permis à l'entreprise très rapidement, par exemple, de passer à des prêts 100% digitaux, qui permettent à l'entreprise d'avoir une avance technologique, mais d'autres nous ont dit, on s'est rendu compte qu'on s'endormait, qu'on ne maîtrisait plus nos compétences, qu'il y avait des gens dans l'entreprise qui faisaient plus un pas sans demander du budget pour les prestataires. Ou d'autres qui nous ont dit, comme les embauches étaient gelées, on faisait appel à des prestataires et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que ça nous coûte plus cher. Et là, on est en train d'internaliser des prestataires. Donc aujourd'hui, sur ces réussites, l'entreprise peut capitaliser pour se renforcer. Par exemple, garder le bon niveau d'audace, qui va être un atout face à l'incertitude qui nous accompagne encore et qui va peut-être nous accompagner. Créer des relations de confiance pour permettre le meilleur positionnement de la DSI, puisqu'on a vu que c'est cette confiance, cette coopération qui ont permis à ce que l'énergie soit mobilisée vers l'action. Pour pouvoir aussi créer le meilleur dialogue entre les SI et les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Et pour tout cela, pouvoir construire l'avance stratégique de l'entreprise par rapport à ses enjeux business, à ses enjeux métiers, et tout en ayant les choix, les stratégies gagnantes et des technologies gagnantes, et puis pour maintenir l'avance technologique. Donc, cette transformation accélérée ouvre des perspectives et en même temps, pour l'instant, laisse l'entreprise au milieu du gué. Elle va capitaliser sur les réussites, elle a encore des sujets importants à traiter. Le sujet que vous êtes peut-être beaucoup à être confronté à ça, c'est le management à distance, le management en présentiel, le management en mode hybride. Ce mode hybride, il se pose aussi pour les clients, parce qu'il y a des entreprises qui ont dû passer rapidement à une relation client à distance, tout en ayant des agences ou en ayant des rendez-vous en face à face. Donc, comment gérer au mieux et piloter au mieux et stratégiquement ce mode hybride aussi avec les clients. Et puis, le faire ou le faire faire, on l'a abordé déjà un petit peu avec les prestataires, et donc la question pour l'entreprise de vraiment être maître de son faire et de son faire faire. Donc, des choix à faire et des repères à créer. Au-delà de ça, la transformation nous a révélé, enfin les échanges nous ont révélé, et la transformation les révèle aussi, des sujets d'une criticité qui va croissant. L'un d'eux est par exemple la data. Personnellement, je trouve que c'est un cas d'école extraordinaire. C'est-à-dire que la data est à la fois un sujet technique et technologique, mais elle est aussi un sujet stratégique parce qu'elle peut ouvrir de nombreuses portes à l'entreprise ou au contraire la mettre en danger parce que d'autres vont utiliser la data. Mais ce sujet stratégique de l'entreprise productrice et usagère de data est aussi un sujet culturel parce que c'est l'entreprise qui la produit, ce sont les personnes de l'entreprise qui la produisent aussi. Donc, faire évoluer la culture pour qu'on se voit producteur et en même temps pour qu'on saisisse les usages de la data. Et puis, dernière chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, elle apparaît comme une question vis-à-vis de l'empreinte environnementale de l'entreprise. Donc, un excellent cas d'école qui pourrait permettre de voir des sujets intéressants. Et en même temps, ce cas d'école, il pose un problème organisationnel. C'est-à-dire qu'on a vu qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des Chief Data Officers, mais le Chief Data Officer, sa place est encore un peu compliquée. Ses relations, que ce soit avec la direction des systèmes d'information ou d'autres, est aussi un peu compliquée. Donc, on voit que là, on est dans un moment, dans une situation qui demande encore beaucoup d'évolution et déjà une prise de conscience du potentiel que cela peut représenter. La question de la souveraineté, au même titre que des questions de souveraineté nationale dont on a entendu parler, au niveau de la DSI, il y a la question du cloud. Certains nous ont dit Gaia X, moi je ne sais pas, on me dit qu'il faut un cloud européen, mais pour l'instant je n'ai pas de réponse. Est-ce que Gaia X va y répondre? La question de la 5G, est-ce qu'on va prendre du Huawei, du Ericsson, du Nokia? Et puis, pour certains aussi, quelques sujets de cybersécurité. Et enfin, la question de l'empreinte environnementale, dans laquelle on a vu
un spectre assez large. C'est-à-dire qu'on a vu des dirigeants qui nous disent, moi, pour l'instant, ce n'est pas mon sujet. On verra plus tard. Si moi, j'attends qu'on m'y oblige, je ne vois pas trop, je ne vois pas bien les impacts. D'autres qui agissent sur des aspects plutôt on va dire, de com et de symboles. On n'a plus d'imprimantes individuelles, tout est centralisé, où nos newsletters ne sont plus papier, elles sont toutes électroniques, etc. Et d'autres qui prennent vraiment à bras le corps ce sujet et qui nous disent, bon, on fait des tas de mesures, on fait évoluer, on fait des campagnes pour faire évoluer la prise de conscience et l'action de chacun, on travaille avec les fournisseurs pour augmenter la durée de vie de nos portables, on se pose la question du stockage, du cloud, du stockage local, voilà. Et donc, certains qui vraiment avancent avec ce sujet. Donc, je dirais que sur ce sujet de l'empreinte environnementale, on voit qu'elle pose très inégalement son empreinte. Donc, la transformation accélérée confirme, comme on vient de le voir, la DSI comme un acteur stratégique multifacette, un incontournable pour réaliser des gains de productivité. Donc, très vite, les entreprises ont dû faire plus avec moins et ça continue. Ils ont beaucoup, maintenant, sont vraiment conscients de ce rôle. Un allié pour l'évolution de la relation client, un atout pour reconstruire la stratégie et en même temps, on voit que tout ça, avec tout ça, la DSI cherche encore sa place dans l'entreprise. À la fois un acteur des utilities, ah, il faut que mon ordinateur, il est en panne, il faut le réparer, le réseau ne marche pas, etc. Il faut qu'à la maison, j'ai toutes les conditions pour travailler correctement, d'exploitation, par exemple avec l'industrie 4.0, de projets, que ce soit des petits projets ou des projets majeurs pour la transformation de l'entreprise et des projets stratégiques, donc un acteur stratégique dans l'accompagnement complet de l'entreprise. Et pour l'instant, avec une place qui se cherche et qui, on l'espère, se trouvera. Donc, au terme de cette crise, l'entreprise dispose de nouvelles opportunités qu'elle saisira ou pas. Soit d'un côté, donc, de saisir la stratégie projet, saisir les technologies au fur et à mesure qu'elles arrivent et qu'elles se posent, évoluer dans les compétences, les piloter et donner la capacité à chacun d'être actif, adaptable et puis d'avancer. Et puis créer des conditions et affirmer la DSI comme un vrai acteur de changement, comme un acteur d'innovation et comme un acteur de la stratégie. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on suive ensemble, qu'on voit comment l'entreprise va saisir ou pas ces opportunités. Et tout de suite, là, Valentine va ouvrir la table ronde avec 4 dirigeants des systèmes d'information qui ont accepté de participer. Donc, Gilles Lévesque, ADP, Raphaël Martin de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Didier Fleury de la Massif et Éric Blanchot de Veolia Recyclage et Valorisation des déchets. Merci de votre attention. Merci Anna. Alors messieurs, ce rapport et ce que Anna nous partageait à l'instant nous mettait en exergue par rapport à tous ces propos qui ont été collectés et qui ont mis en évidence des signaux forts, des signaux faibles aussi. C'est que vous avez démontré, les DSI, vous qui êtes avec nous ce soir, vous avez démontré être un allié pour réaliser donc des gains en productivité, pour une évolution aussi, une réinvention de la relation client qui était proactive et dans la précipitation. Ça a été extrêmement rapide. Et bon, comme vous pourrez le voir, je parle à notre public aussi, dès que le rapport sera publié, les verbatims sont anonymisés. Cela étant, vous qui êtes avec nous, et merci encore d'avoir accepté ce webinaire ce soir, est-ce que vous pouvez chacun partager un exemple concret pour illustrer ce que vous avez vécu, par quoi ça s'est matérialisé? Alors, je voudrais commencer par, quelque part, une activité qui a été bousculée par la Covid, en particulier Raphaël. Est-ce que vous pouvez illustrer ce que ça a été pour vous? Alors forcément, l'Agence nationale de la santé et du médicament, vous avez eu un rôle particulier dans ce qui s'est passé en 2020 et puis encore ce qui va se produire dans les prochains mois. Voilà ce qui arrive. Oui, alors
je dois bien vous avouer qu'effectivement, on est au centre du dispositif, mais j'ai les mêmes problématiques que n'importe quel autre DSI. C'est-à-dire que ma priorité, de toutes les manières, n'a été qu'une seule chose, c'est de faire en sorte que l'ensemble des agents puissent fonctionner en travaillant à distance. Voilà, qu'on soit DSI de n'importe quel autre type d'activité, c'était vraiment ma préoccupation principale. Sur la partie métier, on y reviendra peut-être après, et ce que ça a pu changer. Mais en revanche, c'était quand même ce qu'il a fallu faire sur les 3 premières semaines, c'était d'avoir des accès sécurisés complémentaires, de racheter des ordinateurs portables, de faire en sorte que les plateformes qui étaient un peu fermées pour des raisons de sécurité soient plus ouvertes pour que les gens puissent partager des documents. Et on avait un nombre très restreint d'agents qui avaient le droit encore de venir à l'agence pendant le premier confinement. C'était une trentaine qui travaillaient spécifiquement sur la partie Covid. Mais le gros de notre activité n'était pas sur le Covid, hein, c'était sur le reste de l'activité, sur la gestion des ruptures de stock, avec les confinements qui étaient faits partout, avec la possibilité d'importer des produits de Chine, par exemple, pour fabriquer d'autres médicaments qui ne sont pas liés au Covid. Donc, il y avait toute cette activité. Donc, vraiment, le cœur de notre problématique, c'était quand même principalement de faire travailler les gens à distance. Et ça, c'était pour le démarrage. Alors, vous évoquiez, Oui. quand on avait échangé pour préparer ce webinaire, aussi des projets qui sont apparus un peu plus tard, qui, eux, étaient vraiment liés Alors, sur la partie à proprement Covid, à proprement parler, effectivement, on est en interaction notamment avec la Caisse nationale d'assurance maladie qui développe le SI vaccination Covid, donc le SI dédié au Covid pour pouvoir enregistrer l'ensemble des gens qui vont être vaccinés et notamment avec tous les effets indésirables. Il y a une grosse inquiétude autour des effets indésirables graves liés à la prise de ce nouveau vaccin qui arrivait rapidement. On a de toutes les manières, il y a un dispositif qui existe en France pour remonter ces effets indésirables, quel que soit le type de médicament ou même de produits de santé, parce que c'est aussi les dispositifs médicaux qui sont concernés. Il y a un portail national des vigilances sur lequel on peut déclarer individuellement. Il y a des centres régionaux de pharmacovigilance. Et donc, on a dû accélérer notamment l'interaction, les interfaces qu'on devait faire avec ce nouveau SI vaccination qui est encore en cours de branchement, puisque c'est arrivé en fin d'année dernière. Et une interface aussi d'intelligence artificielle pour nous aider à automatiser et à prioriser les flux de cas de pharmacovigilance, enfin en tout cas de détection des signalements liés à la pharmacovigilance. Les cycles étant beaucoup plus courts, le délai d'observation habituel, on était entre eux. Et puis même les volumes ce que l'on s'attend à avoir sont plus importants puisqu'on parle d'une vaccination nationale et même si ça représente que, je ne sais pas, je veux dire, je vais faire des plans sur la comète, mais si on a 20 000 cas sur les 60 millions de personnes qui sont vaccinées, ça fait un volume très important au regard du nombre de personnes qui sont capables de le traiter chez nous. Donc, il y a besoin de prioriser et d'optimiser les déclarations. Et la partie intelligence artificielle nous permet aussi de compléter des informations qui ne seraient pas complètement rentrées automatiquement. D'accord. Est-ce que dans ce moteur d'intelligence artificielle, il y a également le côté deep learning, d'apprentissage, d'accélération de l'apprentissage des algorithmes, peut-être? Normalement, c'est ça ce qu'on est censé faire. Je vais vous avouer que ça fait à peine 2 semaines que c'est mis en production. On va voir comment ça va évoluer. C'est un prestataire externe spécialisé là-dedans qui nous a mis ça en place. Et donc, on verra les premiers résultats, à mon avis, très rapidement. Bon, merci. Une autre activité, alors qui a été très impactée de plein fouet dans un autre sens, Gilles, avec les aéroports de Paris. De votre côté, quelles ont été les situations que vous avez eu à gérer et que vous gérez peut-être encore aujourd'hui? Comme l'a dit Raphaël, moi, nous, on est dans 3 étapes. Et je me souviens d'un rapport d'un groupe de travail du SIGREF qui disait il y a survivre, revivre et revitaliser. Donc, la première étape a été effectivement de survivre. Donc, je pense que comme tous les DSI, on a réagi. Enfin, nous, la première semaine du confinement, on a perdu 95% de notre trafic. Il a fallu prendre des mesures assez importantes puisqu'on a même fermé un aéroport, ce qui n'était jamais arrivé puisqu'on a fermé Orly. Alors, quand on ferme un aéroport, ça n'empêche pas qu'il continue à y avoir quand même pas mal d'activités. Mais il a fallu effectivement s'assurer que notre modèle opérationnel était résilient et on était capable de travailler alors que les gens étaient capables d'opérer alors que les gens étaient en télétravail. Donc, c'est la phase survivre.
pour être très honnête avec vous, on pensait sortir de cette phase survivre un peu plus rapidement. Je pense qu'on y est encore un peu, puisqu'on est toujours, on tourne entre 15 et 20% du trafic habituel. Donc, même si on a des perspectives sur le moyen long terme qui font que on reste, j'allais dire, ambitieux et optimiste, mais ça va prendre du temps. Comme on dit dans le rapport, il y a ce mode hybride qui n'est pas tout fermé, mais c'est entre deux, en fait. Voilà, on a fermé un certain nombre des aéroports parisiens, c'est 14 terminaux, on tourne sur à peu près la moitié aujourd'hui, et entre Orly et Roissy, et c'est quelque chose d'assez dynamique. Mais bon, cette première phase, pour moi, elle a permis, par rapport au monde digital, de valider notre modèle d'opération. C'est-à-dire, pour moi, la mise en évidence des infrastructures, en fait, la qualité des infrastructures de nos organisations, puisque ceux qui avaient investi, travaillé sur leurs infrastructures ont pu rapidement mettre en place des outils, des protocoles, des méthodes pour travailler à distance. Mais le numérique voulait aussi travailler sur ce qu'on appelle le modèle d'affaires, hein, la transformation des modèles d'affaires des entreprises. Et c'est ce qu'on vit un peu maintenant dans cette phase, ce qu'on appelle revivre, où on garde à la fois des lignes stratégiques à moyen long terme. On était obligé de revoir un peu nos objectifs et surtout la cible calendaire d'atteinte de ces objectifs. Et puis de faire un certain nombre de choix de priorités, puisque nos moyens ne sont plus les mêmes. On a aujourd'hui encore plus de la moitié de nos collaborateurs qui sont en activité partielle. Là, c'est le mot pudique pour dire chômage partiel. Donc forcément, tous nos plans projets, tous nos investissements ont été revus dans le cadre de notre capacité à faire. Et vous évoquiez aussi quelques applications, quelques services qui se sont développés. Autour de la vie dans les aéroports qui a quand même beaucoup évolué en termes de flux, en quantité, mais aussi en typologie de ces flux, en fait. Oui, alors notre métier de base, c'est la gestion de flux et la gestion de flux de passagers, donc c'est de fluidifier ces flux. Alors, ce qui était intéressant, c'est le changement un peu de paradigme, parce qu'on était dans un environnement qui alors, j'ai l'impression que je vous ai perdu. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous ai perdu. Oui. On vous entend. Vous m'entendez encore ? Oui, on vous entend et on vous voit. C'est parfait. Bon, très bien, excusez-moi. Donc, je disais, oui, on est dans un changement de paradigme parce qu'on est passé d'un mode où on gérait en fait une sous-capacité chronique. En fait, le trafic et le nombre de passagers évoluaient plus vite que la capacité de nos infrastructures, puisque bâtir les terminaux, ça prend du temps et c'est plutôt quelque chose, une capacité qui est en marge d'escalier à une période où on est en surcapacité, puisqu'on effectivement on a plus d'infrastructures que de trafic. Donc, ça a forcément changé un peu nos plans. Et puis, la gestion de la pandémie, de la crise sanitaire nous a aussi forcé à revoir un certain nombre de priorités. On a beaucoup travaillé autour d'applications pour gérer des files d'attente de manière digitale, de gérer du vidéo shopping, de gérer des tests, des rendez-vous pour prendre des tests dans les laboratoires qui sont inclus dans nos plateformes. Donc, on a aussi travaillé sur tous les outils de mesure de la distanciation sociale, de refonte de nos flux pour permettre d'assurer que cette distanciation sociale est respectée, ce genre de choses dans lesquelles les outils numériques sont aussi important. Quelque part, c'est des vidéos qui permettent de gérer ces flux et finalement les distances respectées aussi, c'est ça ? En disant qu'on a un aéroport, c'est bourré de capteurs, hein, on est dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, et donc on capte beaucoup d'informations pour être capable de voir ce qu'on appelle les zones chaudes, où il y a une densité de passagers importante, et de pouvoir rediriger nos agents pour s'assurer que dans ces zones, on respecte bien la distanciation sociale ou les autres mesures sanitaires qui sont en vigueur. Notre objectif étant bien évidemment de retrouver de la confiance, que le passager retrouve de la confiance dans le transport aérien pour réutiliser autant que faire se peut, et en fonction des ouvertures et des fermetures des frontières, hein, qui sont assez dynamiques, puisque toutes les semaines ça change, retrouver une certaine confiance dans le transport aérien.
En effet. Et par rapport à ce que nous disait Gilles, et lié forcément à l'activité qui est en baisse en termes de chiffre d'affaires et aussi du coup en termes de budget DSI, Raphaël, vous, est-ce que vous avez finalement eu une évolution de votre budget du fait de la situation sanitaire ou pas plus que ça, et vous avez un portefeuille de projets qui, en typologie et en volumétrie, est assez similaire là pour démarrer l'année 2021? Alors là, si, pour l'année 2021, on a un budget qui est en légère hausse, mais c'est pas tellement ça. On n'a pas eu de problème de budget de toute manière cette année, Ouais. même pour pouvoir financer. En revanche, ce qui a été impressionnant, c'est la capacité qu'a eu l'administration à pouvoir passer des bons de commande de manière beaucoup plus rapide que ce que je demandais depuis des années. Dans l'urgence, on est capable d'acheter deux VPN à plus de 50 000 euros parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, Ouais. et on s'est rendu compte que ça a aussi mis une petite claque aussi sur la dématérialisation et sur la nécessité de temps en temps d'avoir des signatures qui finalement, Un protocole de signature finalement. on a réussi à s'en passer sur pas mal de choses. Et la délégation et les cycles de décision ont été raccourcis pour le coup. Absolument. Et en termes de compétences dans les équipes, ces projets-là, dans des cycles si courts, ça fait appel à d'autres types de compétences, ou est-ce que c'était assez complémentaire entre vos partenaires et ce que vous avez en interne? On était déjà bien lotis, et en revanche, c'est sûr que ça a dépriorisé énormément de projets et repriorisé d'autres. On en reparlera un peu plus tard, je crois, mais oui. sur la gouvernance a bien joué son rôle dans la dépriorisation de certains projets et surtout la mise en avant d'autres, et notamment dans la partie urgente, la partie survivre, comme disait Gilles, les 3 premières semaines ou les 4 premières semaines où on avait mis nous en place on avait mis un drive en place en bas de l'agence pour que les gens puissent venir en voiture et on leur donnait un ordinateur portable et ils repartaient sans même avoir sorti de leur voiture. Ouais. C'est pragmatique. Et justement, Gilles, sur ce sujet-là, vous évoquiez tout à l'heure l'activité partielle et cette dynamique, quelque part, de stop de certains projets, de limiter au juste nécessaire et puis se remettre en route à revivre autrement. En termes de compétences, oui, allez-y. Oui, dans un premier temps, ce qu'on a fait, vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'on a réinternalisé un certain nombre de tâches qui étaient assurées par des prestataires, parce qu'on a coupé pratiquement 80-90% de nos prestations. On a réinternalisé un certain nombre de tâches. Et puis aussi, on a beaucoup travaillé sur des méthodes agiles en disant, bon, on n'a pas forcément les moyens d'avoir des grands projets à plusieurs mois, plusieurs années. Donc, on accepte que les projets qui ont une capacité à rendre un délivrable, alors après, le fameux MVP, mais on peut toujours argumenter sur la valeur de ce MVP, mais il fallait qu'en 6 ou 9, parce que c'est toujours l'actualité, qu'en 6 ou 9 semaines, on délivre quelque chose. Donc, MVP, la plupart donc Minimum Viable Product, pour permettre ça, d'avoir une fonctionnalité qui soit utilisable et qu'on puisse améliorer, affiner. Voilà, qui soit utilisable. Donc, j'ai parlé tout à l'heure par exemple, on a mis en place une petite application de gestion des files d'attente, de manière numérique. Donc, ça, c'est à base de QR code et d'applications mobiles. Bon, la première version était un peu rudimentaire, mais elle était utilisable immédiatement et on a pu l'utiliser immédiatement. Donc, en fait, on focalise une grosse partie de nos ressources sur ce type de projet. Alors, il y a bien évidemment quelque chose dont on parle peu dans ce type de webinaire, mais qui est quand même l'avis d'une DSI, c'est ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles et le maintien en conditions de sécurité, qui représente en général 60-70% de nos activités. Et ça, on ne peut pas trop faire l'impasse. Il y a des choses qu'il faut continuer. Nos systèmes d'information, en général, il y a quelqu'un qui doit mettre un peu d'huile ici, un peu d'huile là, serrer un boulon à droite, serrer un boulon à gauche. Il y a des contraintes réglementaires, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on est obligé déjà de s'assurer de ce minimum. Et puis au-dessus de ça, on a donc ces projets qu'on a découpés avec cette méthode agile, et on a gardé 3 ou 4 projets où on se dit que pour la phase revitalisée, on en aura besoin pour la phase de rebond. Il faut qu'on continue à avancer sur ces plus grands projets qui ont un horizon au-delà des 6-9 semaines. Le risque à ne pas faire, c'est plus important que de les poursuivre quelque part. Oui, c'est ça. Ou le stop and go, parfois, peut être un peu coûteux. Mais écoutez, merci. Alors, Didier, à la Massif, vous avez été moins impacté, ou de manière moins directe en tout cas?
Dans Sur votre l'activité, cœur de métier, dans sur l'activité, vous voulez l'activité dire? d'assurance, oui. Sur l'activité, oui. Enfin, on a un business model récurrent où les Oui. primes sont à peu près réglées, je vais dire, comme un métronome. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas eu de baisse d'activité, pas de baisse de chiffre d'affaires immédiat, de l'activité forcément. Oui. On a été confronté comme tout le monde à une absence des clients ou même de nos collaborateurs dans les agences. Donc forcément, l'impact il était là. Mais la première vague a été un peu comme tout le monde. On était dans un mode assez réactif où le français est assez bon. C'est-à-dire face à l'adversité, on se regroupe et on combat. C'est vrai que ça devient un peu plus compliqué maintenant. Et je pense que ça va le devenir encore plus avec ce qui nous attend. On sent bien une baisse de morale générale. Donc, je pense il y a plusieurs aspects à cette crise et plusieurs phases, malheureusement, parce qu'elle dure. Mais bon, un petit peu comme mes camarades, effectivement, le CDO au sens digital, le plus efficace a été la Covid. J'ai juste un exemple, on était à 54% de déploiement de notre solution collaborative et en 6 mois, on est passé à 99,9, voire même 100%. Et que les gens qui n'avaient pas le temps de faire ce projet ou qui le voyaient comme très long, l'ont fait en quelques semaines et à distance. Donc, on se crée beaucoup de plafonds. Donc de ce point de vue-là, voilà, un petit peu comme tout le monde en cybersécurité. Alors comme nous, on a été désignés par le gouvernement comme les riches, on a eu affaire à beaucoup d'attaques, de phishing, d'attaques de cybersécurité. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne sont pas passés à travers. Hein. On a des confrères qui ont subi des attaques et des... Quelque part, ça a démontré la robustesse de ce que vous aviez mis en place. Oui, mais ça, c'est un peu... On le sait plutôt qu'après. Oui, Hein. On espère que ce soit solide. Et bon, nous, globalement, et je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, nos défenses et notre plan est plutôt robuste et on en fait même bénéficier des branches du groupe qui ne sont pas forcément très reliées à la DSI aujourd'hui en termes de cybersécurité. Donc ça a apporté beaucoup de crédit. Et effectivement, la vision de nos camarades du business a changé, a évolué par rapport à l'informatique. Ils se sont aperçus qu'ils étaient encore vivants un peu grâce à nous, qu'on avait su réagir, anticiper un petit peu. Et puis personne n'était Ça vraiment tient aussi préparé à ça. à des plans de continuité d'activité qui étaient prêts. Ouais, qui étaient prêts, pas forcément éprouvés dans toutes leurs dimensions, probablement. Dans toutes leurs dimensions. Ouais. Il faut avoir de la chance. Hein. Il y a un peu de science, mais il y a aussi, faut pas oublier le petit ange qu'on peut avoir sur l'épaule. Tout le monde n'a pas le même. Donc, le mien a bien fonctionné jusqu'ici. Voilà, nous, on est sur un plan de transformation complet de notre récit. Donc, ça s'est arrivé par le travers, parce qu'on était vraiment, je ne vais pas dire au milieu du game, on était déjà bien avancé, on avait quitté la rive. Vous avez un événement comme ça, vous posez plein de questions, mais avec des effets qui sont différents, justement, entre la première vague où il y avait un peu un mode héros, où tout le monde a, je pense, compensé, surcompensé. On n'a pas vu une baisse de productivité sur nos projets importantes à ce moment-là. C'est beaucoup plus perlé, on s'en rend compte un peu plus maintenant. Et je vous dis, nous, on commence à avoir plus d'absence, d'arrêt de travail, de gens qui font part de leur souffrance de ne plus être physiquement avec leurs collègues. D'isolement et Donc, même si on est dans notre activité pure moins touchée, on est quand même impacté parce que on n'est pas sur une île, quoi. Vous aviez évoqué aussi, oui, clairement, on est dans l'IT, on est dans des métiers techniques, mais on n'est pas des robots et on a besoin de ce lien humain et il se passe beaucoup de choses. Vous aviez évoqué aussi, dans le cas d'un projet qui est très transverse, finalement, le fait de plus être en présentiel, mais à distance, a peut-être permis de faciliter ou d'accélérer le désilotage. C'était un projet de rapprochement de structure, je crois. C'était ça.
Oui, bah enfin, nous, comme je vous le disais, on est dans une refonte du système d'information, mais qui est liée à une refonte de l'organisation et de notre structure. Enfin, dans la presse, je pense que, alors, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais on a vu qu'il y avait la construction d'AEMA, donc qui est la nouvelle dénomination du groupe Aesio Massif. Et dans ce cadre, que ce soit du côté Aesio, mais ça veut s'exprimer sur ce sujet-là, mais sur le côté Massif, pour réussir ce rapprochement, ça nécessite aussi de notre côté un certain nombre d'évolutions de nos structures de gouvernance et de systèmes d'information, ce qui n'était pas jusque-là, je veux dire, nécessaire. Donc on a plusieurs, je veux dire, obédiences dans notre informatique, avec des modèles qui, en fonction de nos différents métiers, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on a des DSI un peu séparés, des choses des GIE qui ne fonctionnent que pour une partie de l'entreprise, enfin, des choses comme ça. Vous avez plusieurs clients internes et plusieurs modèles d'affaires pour J'ai reprendre plusieurs modèles, j'ai eu des clients internes très 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 proches, même trop, parce qu'ils étaient très embarqués dans notre organisation, on compensait beaucoup de choses pour eux, d'autres qui étaient beaucoup plus éloignés. Mais ce qui génère le rapprochement, oui, le fait d'être à distance, ça crée de nouvelles barrières, mais ça élimine les problèmes géographiques. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient avoir du mal à se voir, fallait se déplacer pour faire des réunions, enfin des choses comme ça, même si on avait de la visio et tout, mais voilà, la fonction crée le besoin. Là, c'est plus possible. Donc les gens ont évolué dans leur mode de fonctionnement. Alors, l'effet un peu pervers, c'est qu'on a beaucoup plus de réunions, je crois, qu'avant. Elles durent moins longtemps. Et je pense qu'elles sont un peu plus efficaces. Mais je ne sais pas ce que vivent mes camarades, mais on est quand même sur du 8h, 20h assez souvent, avec beaucoup de sujets. Mais moi, les décisions semblent un peu plus rapides, un peu plus faciles. Donc ça a fluidifié toute cette partie-là, et donc ça aide certains rapprochements qui étaient peut-être un peu repoussés, où les gens regardaient comment ils pouvaient faire. Là, c'est devenu, on le fait. Finalement, vous observez aussi ce qu'évoquait Raphaël tout à l'heure en termes de gouvernance et de cycle de décision. Alors, Gilles nous l'évoquait dans un contexte business très impacté, mais vous aussi, finalement, c'est des choses qui se sont accélérées. Je pense que c'est, voilà, au-delà pour nous, c'est clair, c'est plus facile parce que l'impact chiffre d'affaires, activité est bien sûr pas immédiat. Il y en aura forcément, c'est pareil. Sur des temps plus longs, entreprises, les entreprises qui vont disparaître, les gens qui vont être en précarité, payer leurs assurances va être certainement plus compliqué. Donc, on va avoir forcément des effets, des accompagnements. On en a mis déjà beaucoup en place dans notre écosystème. Mais oui, on est plutôt pas mal. Enfin, moi, on est dans un contexte où on est en train de refaire notre système d'information, mais on a eu une augmentation budgétaire beaucoup moins importante que celle prévue, mais elle reste très significative. Elle reste confortable par rapport au travail que vous avez. Voilà, c'est un problème de riche. C'est ce que je répète à mes équipes tout le temps. Remercier tous les jours de travailler dans une entreprise comme celle-ci. C'est quand même plus facile, même si vous vous plaignez, même si c'est difficile pour tout le monde. Enfin, le contexte, il est forcément facile pour personne. Et on n'a pas en plus la précarité du lendemain, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise va fermer, est-ce que non. C'est positif. Tout à fait. Et une autre activité alors qui était impactée, mais aussi d'une autre manière, Eric, alors Veolia, recyclage et valorisation des déchets. Comment vous l'avez vécu, comment vous avez été impacté et comment ça, finalement, ça s'enchaîne par rapport à ce que vous aviez mis en place ces dernières années? Alors pour nous, c'est un peu particulier puisque d'un côté, on travaille à 50% pour le privé, 50% pour les collectivités. Pour les collectivités, eh bien, il a fallu persuader, accompagner les employés sur le terrain pour que ces tâches essentielles se poursuivent. Et d'un autre côté, au premier confinement, l'activité privée s'est arrêtée quasiment au frein à main. Donc, on a 50% de notre activité s'est arrêtée quasiment net. Donc, le premier confinement a été très dur. Depuis, on a retrouvé une activité quasiment normale au troisième trimestre. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, on vous entend. Un peu loin, mais on vous entend. Oui. D'accord, je me rapproche peut-être un peu de mon micro. Ce qui s'est passé, c'est que ça a confirmé notre stratégie de faire que l'environnement de travail soit un navigateur. Et on est passé de 300-400 utilisateurs occasionnels en télétravail à 2500 à temps plein, en 8 jours.
Ouais. Et au bout de 15 jours, le côté travail à distance, confinement, n'était plus un sujet de cellule de crise. Donc ça, c'est assez rassurant. Le deuxième point, c'est qu'on était déjà en pleine transformation avec le changement climatique et comment l'économie circulaire. Eh bien, nos budgets sont conservés, ils ne sont pas réduits, ils ne sont pas augmentés, mais on a les mêmes budgets et on a plus une tendance à continuer à faire des projets, voire à les accélérer. Donc, il y a une compréhension collective que le digital est incontournable. Donc, ça nous a un peu facilité la tâche et je pense que mes camarades l'ont dit aussi, la perception de la DSI a changé. On est devenu un vrai partenaire, quelqu'un qui aide, qui permet de travailler et ainsi de suite. Et puis la digitalisation, ben, c'est la signature électronique. Donc, on passe un peu au 21e siècle avec, en oubliant un peu les parapheurs, plus de collaboratifs. Plus de signatures électroniques, plus de travail à distance. Donc, non, ça a été plus une espèce de renaissance et les équipes qui se regroupent indépendamment de leur activité pour faire face à la difficulté. Une mobilisation et puis aussi, quelque part, la vocation de l'entreprise à continuer à… Oui. C'est-à-dire qu'on voit nos collaborateurs qui, au plus fort de la crise, couraient après les camions pour ramasser les poubelles de tout un chacun. On ne peut pas, nous qui travaillons dans des bureaux, en faire moins qu'eux. On prend moins de risques. Donc il y a un engouement, il y a une solidarité qui fait plaisir à voir. Oui. Et vous évoquiez aussi un projet en particulier qui s'est accéléré, dont le déploiement s'est accéléré, c'est ça, de la même manière qu'on l'évoquait tout à l'heure, finalement, un projet qui aurait pu mettre des mois, peut-être même plus, pour voir se terminer, pour venir à terme. En fait, ce qui se passe, c'est que RVD, on fait 2,6 milliards, il y a 15 000 personnes, on est sur 500 sites. Et c'est une société qui est très humaine, dont les gens avaient l'habitude de faire des points pour connaître l'avancement des projets, du business et ainsi de suite. Et en fait, c'est la révolution de la data, c'est-à-dire que là où il y avait un peu le côté, on préfère avoir des relations avec les gens puis discuter plutôt que de se fier à du factuel, à des chiffres. La data a convaincu tout le monde, puisqu'en fait, ça permet à distance d'avoir une vision de l'activité, à corriger, à adapter, à commenter, mais il y a une référence au factuel et on a franchi un cap extraordinaire. Et on a franchi aussi un cap technologique puisqu'on est passé de reporting, j'allais dire listing, à de la data visualisation où en fait chacun peut aller cibler l'information qui l'intéresse au sein justement de cet univers de data. Et donc, ça a permis quelque part d'augmenter le métier, la connaissance métier des équipes opérationnelles utilisatrices finalement. Quand on n'a pas de chiffres, on peut se faire de mauvaises idées, on peut avoir une mauvaise interprétation des choses. Les chiffres ont la peau dure et puis ça permet de se rendre compte de choses qui dysfonctionnent d'une part et de choses qui fonctionnent mieux ou moins mal qu'on ne le pensait d'autre part. Donc, c'est un accélérateur, mais à tous les niveaux, quoi. Là où il y avait une certaine réticence, on disait oui, les chiffres, machin, c'est pas mes données. Non, maintenant, les données, elles appartiennent à la société. Ils se sont appropriés les métiers. Et en termes… Pardon, je vous ai interrompu. Et chacun en est responsable. Le fait que dans son métier, chacun doit s'assurer de la qualité de la donnée qu'il transmet au reste de l'entreprise. D'accord. Et en termes, dans vos équipes à proprement parler, de fait, il n'y a pas eu forcément d'impact en termes de projet, comme vous le disiez tout à l'heure, de typologie de projet ou d'accélération, et en termes de gestion des compétences dans vos équipes directement. Alors, il y a plusieurs choses. On a une volonté d'accompagnement durable des collaborateurs chez Veolia et l'informatique est un sujet où les métiers évoluent très vite. Il y a une révolution tous les 5 ans. Alors, si on reprend l'exemple de la data, on avait des ingénieurs qui faisaient
des rapports classiques avec un data warehouse et eh bien, on les a formés pour qu'ils alimentent un data lake et puis que derrière, ils fassent de la data visualisation, ce qui permet à chacun d'interagir et d'aller trouver l'information pertinente. Un listing, c'est une photo. La data visualisation, c'est un film. Et on va voir le film, le bout du film qui nous intéresse. Et ça, je pense que ça a été très bon pour les équipes parce qu'ils sont valorisés et très bon pour le business parce qu'ils vont trouver quelque chose de pertinent, pas du tout venant, l'information qui a de la valeur pour eux. Et ça se construit avec eux, puisqu'en fait, le côté MVP sur la data, on construit les rapports en fonction des use cases. Oui, des cas d'usage et des besoins des métiers. Oui. Les cas d'usage métier. Et donc, vous avez un data scientist à côté d'un mec métier. Oui. Et au bout d'une journée, ils ont sorti quelque chose qui met en évidence soit une chose bien, soit une chose pas bien, mais qui permet soit de le dupliquer. Mais au moins, ça permet d'avancer, de raccourcir, de le faire ensemble, quoi. Et ça, Didier, c'est quelque chose que vous avez pu pratiquer, vous aussi, ou pas à ce point-là dans ces derniers mois? Nous, on est dans une révision de notre récit. Donc, à ce titre, on est aussi dans une révision de notre gouvernance et de nos savoir-faire, parce qu'on avait de l'agile à certains endroits, et des ardents défenseurs du cycle en V à d'autres. Et avec des oppositions, je pense qu'on est passé maintenant un peu au-dessus de ces clivage postures. Ou de... Voilà, de ces postures. Oui, il y a des gens qui disent « Ah non, ces projets-là ne peuvent pas être faits en agile. » Je pense que le problème, il est dans l'agilité de l'entreprise. Donc, c'est comment on met l'entreprise à l'échelle de l'agilité. Donc, c'est pas seulement une équipe de développement qui va apprendre des pratiques agiles, alors que tout le reste de son environnement est encore figé dans un mode MOA, MOE, avec des budgets par projet, avec tout ce qu'on peut rencontrer. Mais ça, je pense qu'on y est tous passés. Enfin, en tout cas, moi, la situation dont j'ai hérité était dans cet état de fait. Donc aujourd'hui, mais c'est encore les événements qui ont permis ce rapprochement avec l'informatique. Donc les messages passent beaucoup mieux. Oui. Donc moi j'ai un exemple simple, c'est la DSI Massif n'était pas dans un codir directement, elle était attachée à un directeur des opérations qui lui était au codir, et puis en face le métier avait un autre truc. Là aujourd'hui, on a intégré ce codir de la marque Massif. Donc, ce qui permet d'évoquer les problématiques plus directement, plus facilement. Donc, c'est déjà une étape d'agilité. Vous voyez, c'est une petite étape d'agilité, mais on a cassé déjà des silos en très peu de temps. Je vous parle des choses qui sont mises en place en septembre de l'année dernière et qui commencent à montrer leur efficacité avec des vraies réflexions sur c'est quoi l'écosystème IT de la marque Massif, pas seulement de telle ou telle entité business. On parle plus de trajectoire de système d'information et plus de programme uniquement ou de projet, vous voyez. Donc, tout ça, c'est des petites victoires, des petits pas, mais vers une progression, vers cette agilité à l'échelle, mais un peu comme l'innovation. Avoir un Chief Innovation Officer, très bien, mais c'est l'entreprise qui doit devenir innovante. Donc, c'est comment vous créez le contexte pour que les gens s'autorisent à innover, ou s'autorisent à être agiles, s'autorisent à prendre des initiatives. Après, sans faire de dogmatisme, parce que finalement, un clivage ou peu importe, la question, c'est de se dire vers quoi on veut aller, avoir une perspective sur un temps long et puis savoir gérer le temps court. C'est quelque chose qui est ressorti de nos discussions, qui est ressorti aussi du rapport. Alors peut-être là-dessus, je vais faire réagir aussi bien Gilles, Raphaël et Eric également. Finalement, c'est aussi quelque chose qui était ressorti dans nos discussions. Justement, comment on pilote, on a la vision sur le temps long et comme vous disiez Gilles, il y a des sujets que vous avez choisi de maintenir en cours et pas de stopper, parce que les stop and go, mais aussi c'est parce que ce sont des sujets stratégiques, ou de la même manière, Raphaël, j'imagine il y a des sujets sur les temps longs également. Donc cette dualité temps court, temps long, et puis aussi c'est entre deux coups, parce qu'il faut bien faire tourner la boutique et qu'il y a des sujets dont on ne peut pas se passer. Et puis en même temps, il faut créer de la valeur à court terme. Le pilotage par la valeur, finalement,
Comment on peut se projeter sur des choses différentes ou peut-être justement ce qui a été mis en place là a montré son utilité et la création de valeur? Comment vous abordez les choses maintenant? Alors, je vais commencer, je vais en profiter. On a fait un schéma directeur qui est d'ailleurs disponible sur Internet, qui est complètement ouvert et il est rattaché au contrat d'objectifs et de performance de l'agence, donc ses engagements vis-à-vis du ministère de la Santé et donc des citoyens. C'est un schéma directeur, c'est un SDSID, donc c'est un schéma directeur des systèmes d'information et de la donnée, donc on l'a centré sur la donnée. En revanche, la vraie nouveauté, mis à part le fait que c'est la première fois qu'il soit signé par la ministre de la Santé à l'époque, hein, on a décorrélé ce schéma directeur, donc toute notre stratégie avec des grands indicateurs de performance et de suivi, on l'a décorrélé de notre portefeuille projet. Notre portefeuille projet est sur des temps de temporalité courtes, de 1 an et demi maximum. Notre stratégie ici est sur plutôt une feuille de route de 5 ans, c'est-à-dire 3 ans et une clause de revoyure à 5 ans. Parce qu'en fait, ce dont je m'étais rendu compte dans mes précédentes vies professionnelles, ou même ce que j'avais dû subir, entre guillemets, en arrivant ici, c'est que je devais conduire un schéma directeur qui était une ribambelle de projets qui avait été décidé, pour mon cas, en 2012-2013, qui devait se terminer en 2018. Et la réalité, c'est qu'en 2018, il n'y avait pas un seul projet qu'on était en train de faire qui avait été pensé 5 ans auparavant. Et finalement, la force de cette gouvernance, c'est qu'à l'heure actuelle, on a eu la chance, entre guillemets, de vivre cette période de crise et la gouvernance a bien supporté cette capacité à s'adapter, puisque le portefeuille projet a été chamboulé intégralement, a été repriorisé dans tous les sens, sans pour autant perdre de vue les objectifs globaux et stratégiques du SI, qui sont sur le long terme, qui sont des coefficients de dématérialisation, qui sont l'intégration de la donnée en permanence, de faire de la security by design, c'est-à-dire dans l'ensemble des projets. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé un certain nombre de grandes règles et grands principes qu'on mettait en place dans notre stratégie. Pour autant, la réalité opérationnelle a changé. Et ça, c'est la gouvernance qui nous a permis de faire ça, avec une chaîne de décisions qui va jusqu'au plus haut niveau, puisque dans le cadre des revues mensuelles, on a bien la direction générale qui est impliquée dans les choix des arbitrages et des changements de direction, ce qui a été très pratique dans le cadre qu'on fait tous les mois. Il n'y a pas un mois où on n'est pas un arbitrage fort en termes de décalage de projets et de réintégration de nouveaux projets, notamment pour porter le télétravail, le travail à distance, la dématérialisation, la signature électronique, et ainsi de suite. Ou même la téléconférence, la visioconférence, l'intégration de Zoom, etc. Et de votre côté, Gilles, alors vous évoquiez tout à l'heure le changement de morphologie, quelque part, du portefeuille de projet, mais aussi de dynamique. Finalement, entre le processus de décision, ces cycles de décision, quelque part, on appelle ça la gouvernance, mais aussi la mise en œuvre et l'opérabilité chez vous. Moi, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Raphaël. On est dans le même esprit, c'est-à-dire que notre schéma directeur est là pour définir des grandes lignes et des grands principes sur lesquels on s'appuie, parce que on peut parler de move to cloud, on peut parler d'open source, on peut parler de security by design ou de la data centric. Donc, c'est des grands principes qui sont au cœur de tous les projets. Après, le plan de projet, effectivement, c'est une stratégie de la trajectoire. Donc, c'est une stratégie où on définit les trajectoires qu'on remet en cause alors à période 3, 6, 9 mois, puisque bon, c'est des choses qui évoluent dans le temps, et avec une gouvernance très rapprochée des métiers. Les métiers participent à la gouvernance. Alors, il y a des choses qui sont imposées parce que nous, notre rôle va… Moi, dans l'entreprise, je suis un métier. Je suis un métier, c'est le métier de l'IT, et j'ai aussi, je dois m'assurer que… on en parlait tout à l'heure, hein, pour survivre à la crise, il a fallu que les gens travaillent en amont, hein, à s'assurer que les infrastructures étaient capacitaires, qu'on n'avait pas, oublié l'investissement dans nos infrastructures pendant 10 ans, puis on s'est réveillé le 13 mars en disant qu'est-ce qui se passe. Donc on représente ce métier-là. Donc nous, ce qu'on définit, on définit un peu comme un peu dans un mode Digital Factory, on définit des enveloppes pour chacun des métiers avec une petite flexibilité pour la somme, parce que mes collègues savent que ça marche très bien verticalement, mais dès qu'on rentre dans le transversal, c'est un peu plus compliqué, parce que dire à la DRH qu'on va sacrifier son projet pour faire le projet du marketing qui lui-même va être sacrifié pour le projet des opérations, c'est toujours un peu compliqué.
mais on définit un peu ces cônes de budgétaires et de capacité après, je veux dire, on alloue et qu'on grille au fur et à mesure avec les métiers. On sonne, chose de continu et de récurrent. Et vous parliez de projet RH, justement en termes de gestion humaine, pour le coup, en termes de compétences, parce qu'on évoquait quelques briques techniques qui sont les socles, mais en même temps aussi une diversité des typologies de projets. Je parlais de morphologie, parce que finalement, on n'a pas forcément la même dynamique, les mêmes compositions. Comment... Ça, c'est le plus gros. C'est une des difficultés. On est dans des métiers où d'abord on est en tension, il y a une très grosse compétition, c'est des métiers de l'IT, il y a une grosse demande du marché, donc la compétition est forte. L'accélération des technologies fait que les compétences sont à renouveler dans des cycles de plus en plus rapides. Hein. Donc il faut combattre un peu cette inertie de se dire je faisais ça comme ça avant, je vais continuer à le faire comme ça. Donc, il y a une part de renouvellement des équipes, qui soit de la mobilité interne, de la formation, de l'appel à des facteurs extérieurs qui peuvent être des prestataires ou des startups qui viennent sur un sujet donné, mettre une impulsion ou faire toucher du doigt les limites de l'organisation ou des compétences actuelles. Mais c'est un sujet qui nécessiterait 1h30 de webinaire. Oui, c'est vrai. Ceci dit, quand on l'évoquait justement, c'est quelque chose qui est quand même ressorti dans le rapport, dans les différents propos, de manière vraiment forte. C'est qu'en effet, c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs le G9+ a organisé avec le CIGREF différents webinaires, justement sur ce sujet de gestion des compétences, qui est un volet à part entière. Mais sur notre thématique d'aujourd'hui, le fait de dire ce qu'on peut, comme vous l'évoquiez à l'instant finalement, le fait de pouvoir basculer, activer un plan de continuité d'activité, basculer en tout digital parce que lockdown soudain, c'est aussi le résultat de toute une stratégie informatique et de capacité d'infrastructure, et puis de manière d'aborder les choses qui ont permis de le faire dans un délai aussi court et de ne pas juste éteindre la lumière et fermer la boutique pendant quelques mois. Ça ne s'improvise pas. Donc j'imagine, il y a aussi sur le plan des compétences avec vos collaborateurs, vos équipes, et puis finalement les partenaires, les sous-traitants avec lesquels vous êtes entourés, vous faites accompagner pour que ce soit quelque chose dans la durée, parce que cette expertise, comme vous disiez, elle est sous tension. Soit on l'a en interne, soit on choisit de ne pas l'avoir en propre. Ça, qu'est-ce que vous pouvez... Après, je veux dire, chacun, c'est compliqué. Oui. J'ai pas une baguette magique, j'ai pas une réponse universelle. Ça dépend. C'est un super pouvoir, c'est ça? Moi, je pense que le métier de la DSI, c'est quand même de s'assurer de deux choses. C'est de la cohérence du système d'information dans son ensemble, hein, et puis de sa capacité à opérer. Hein. Donc, dans sa capacité à opérer, il y a des éléments effectivement techniques, technologiques, mais il y a des éléments humains. Donc après, la part, c'est là où rentre en ligne de compte la part d'interne par rapport à externe. Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations parce que c'est vrai que c'est plus compliqué de faire évoluer des organisations internes. On n'a pas forcément ni la motivation ni les moyens de formation pour faire ça. Donc on peut s'appuyer sur l'externe, mais il faut trouver le bon équilibre entre j'ai cette capacité d'être agile et d'évolution. Et puis, mais par contre, je garde la maîtrise de mon système d'information. De trop déléguer un certain nombre de choses peut vous conduire à des difficultés le jour où vous n'avez plus les moyens de cette délégation. Et ça, c'est un sujet dont on avait discuté en particulier, Didier, justement, sur la gestion plutôt sur des temps longs, parce que c'est vrai que ces partenariats, c'est quelque part des sujets où il faut pouvoir être réactif, mais il faut aussi... se donner les moyens et un cadre de travail qui soit à la fois flexible mais robuste dans la durée. Oui, je pense, je ne sais pas dans toutes les DSI, mais c'est un peu ce qu'on a perdu dans les 10 dernières années. C'est un peu le constat que j'ai fait, c'est qu'on avait un patrimoine applicatif relativement restreint jusqu'à fin des années 2010, et depuis 2010, il s'est beaucoup multiplié avec un peu de perte de cohérence et surtout de maîtrise, parce qu'on a fait souvent ça beaucoup avec des prestataires externes, et sans les engager réellement dans les réalisations. Ce qu'on appelle l'AT, donc l'assistance technique, on gère les gens plutôt individuellement qu'en groupe. Alors on maquille ça
pour être dans la légalité par rapport à plein de choses. On sort les gens au bout de 2 ans pour être bien sûr que ils ne souhaitent pas se faire embaucher ou attaquent les entreprises pour se faire embaucher. Mais ça a conduit à une perte de maîtrise du système d'information par les gens en interne qui étaient plus ou assez nombreux ou sur les bonnes compétences. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on fait un virage presque sur l'aile, parce que c'est un peu urgent maintenant, et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure de la refonte de notre système d'information. Donc, on engage nos prestataires sur des modèles qui sont plus globaux, c'est-à-dire sous forme d'équipe et avec des engagements mutuels, parce qu'il faut toujours qu'il y ait réciprocité dans un engagement, quel qu'il soit, amoureux, amical ou professionnel. Et donc, on s'oblige à une réciprocité de visibilité, de lisibilité sur nos objectifs et on engage nos prestataires donc sur des volumes plus importants, sur des durées plus longues, où on apprend à se connaître avec des étapes et on vérifie que les jalons sont passés, donc avec des exigences qui évoluent dans le temps, mais sur lesquelles, dans un premier temps, on est plutôt sur ce qu'on appelle nous les points de compétence, c'est-à-dire que là on valorise la compétence de l'équipe et sa durabilité, puisqu'on parlait d'agilité tout à l'heure, un des principes de l'agile, c'est plutôt d'avoir des équipes pérennes, donc qui s'inscrivent dans le temps, puisque c'est à partir de là où on va avoir plus de qualité, plus de vélocité, et donc une meilleure valeur rendue pour l'ensemble des parties. Donc ça, c'est vraiment un schéma différent. Je ne sais pas s'il est différent, parce que je vois bien que d'autres l'expérimentent ou le mettent en œuvre, mais en tout cas, l'approche est différente de ce qu'on a fait pendant beaucoup d'années ou ce qu'on fait encore. Et typiquement, comment vous intégrez à cela une exploration technologique ou quelque part le fameux proof of concept pour qualifier une technologie ou comment cette technologie pourrait s'intégrer dans ce que vous faites? Alors, je sais que c'est un sujet dont on avait parlé aussi, Eric. Vous pourrez développer, mais juste là-dessus. Les proof of concept, je m'en méfie toujours beaucoup parce que c'est le moment où on passe du proof of concept en production. Vous voyez, moi j'ai eu quelques projets comme ça où je me retrouvais avec 25% des agences qui étaient équipées du proof of concept. Bon, on n'est plus dans l'expérimentation. Non, et bien sûr, des choses qui ne sont pas passées par les fourches codines de sécurité et autres, voire même des petits effets où on se retrouve avec l'éditeur de logiciels qui vous dit mais là vous me devez 2000 licences puisque vous avez déployé sur 2000 postes alors que on n'avait pas forcément anticipé vu comme ça parce qu'on n'était pas dans cette dimension-là, sauf ça échappe un peu. Donc les proof of concept, il y a à boire et à manger. Tout à fait. Et donc, c'est comment on les accompagne sans les interdire, parce que on a toujours eu aussi une vision de l'informatique un peu censeur, empêcheur de faire les choses. Il y avait la tour d'ivoire des architectes de l'entreprise qui expliquait tout ce qui n'était pas possible et qui expliquait à tout le monde la vie. Donc, il fallait sortir de ça aussi. Un de vos collègues, que je ne citerai pas parce que les verbatims sont anonymisés, mais ne pas être early adopter, mais early follower, parce qu'en fait, il ne faut pas essuyer les plâtres quelque part. Donc, on peut se permettre d'explorer et de tester, mais avant de dire on l'intègre et on passe à l'échelle, oui, voilà, c'est le passage à l'échelle qui est toujours un petit peu difficile, voire frustrant, parce que on a souvent impliqué les utilisateurs, la solution leur apporte une valeur. On leur dit ah ouais mais là il va falloir attendre 6 mois ou 1 an parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire parce que on a montré que ça pouvait fonctionner. Maintenant il faut faire la voiture qui fonctionne. C'est un peu comme le prototype. Il y a des voitures au salon de l'auto qui sont des prototypes qui n'ont jamais vu une route, qui n'en verront jamais. Et on voit quelques années après la voiture de série qui ressemble effectivement de près ou de loin au prototype, mais qui a mis plusieurs mois, années pour passer à la phase industrielle. Donc ça c'est assez c'est complexe, c'est pas compliqué, mais c'est assez complexe à faire comprendre déjà aux gens. Moi, on parlait d'IA tout à l'heure, on peut parler de RPA aussi. Alors, c'est vu comme une innovation. Moi, je suis assez vieux pour avoir fait du système expert dans les années 80, donc voilà, j'ai un petit peu de recul par rapport à tout ça. Mais on voit, moi, ça me crée du shadow IT quelque part, l'IA, parce que je vois des projets qui passent en production sur un petit périmètre, sur un petit truc, mais derrière, une fois passé le projet, le MVP, ça passe pas vraiment à l'industrialisation, ça reste, ça perdure dans le système d'information. Les gens qui l'ont fait finissent par plus être là, parce que c'est souvent des prestataires. Et un jour, on retrouve ça parce que ça fonctionne plus.
où on change, on migre vers autre chose, et il y a quelqu'un qui lève la main en disant mais pourquoi ça marche plus? Donc c'est compliqué. Enfin, l'innovation, surtout dans les grandes structures, enfin, on est quand même un peu nombreux, c'est complexe. Enfin, c'est pas il n'y a pas de solution. Moi, j'ai pas de solution miracle, mais c'est du dialogue et de la communication avec les demandeurs qui sont tous les métiers. Enfin, moi, je réfute le fait que l'informatique soit innovant dans l'entreprise. C'est pas notre rôle non plus d'être complètement innovant. On peut venir apporter des solutions techniques qui peuvent répondre à un besoin, mais le besoin, il faut qu'il existe déjà. Donc, et souvent, on choisit la solution technique avant d'avoir bien qualifié le besoin. Donc, on est souvent dans le comment avant d'avoir bien fini le quoi. C'est peut-être un point fort, enfin, quelque chose qui ressort de manière forte plutôt par rapport à ce que vous évoquiez en termes de positionnement aussi dans le comité exécutif. Le fait de dire, de pouvoir entendre les besoins pour pouvoir proposer des solutions, soit techniques, soit d'innovation servicielle, qui répondent à un vrai besoin, pas juste une techno. Et le plus en amont besoin est de bien faire comprendre aux dirigeants que, voilà, entre des phases d'innovation ou de MVP, de POC, pour passer à l'industrialisation. Alors, mais c'est vrai que le Covid nous a beaucoup aidé avec la cybersécurité. Enfin, tout le monde a compris qu'un système d'information compliqué, je dis pas complexe, mais compliqué, c'était très dur à sécuriser. Parce qu'on peut avoir des applications sur les postes de travail, et là, les gens sont partis chez eux avec leur poste de travail, donc avec une sécurité qui était plus la même que celle qu'on a quand les gens sont dans les locaux, sur le réseau de l'entreprise, avec les antivirus de l'entreprise. Beaucoup sont partis chez eux, avec leur poste plus ou moins complet d'ailleurs. Enfin, on a eu un peu tout. Et faire comprendre ça a été maintenant faire comprendre tout ça est beaucoup plus aisé parce que les gens se sont rendus compte qu'une fois qu'ils avaient leur poste chez eux avec leur box internet, ça marchait pas, c'était pas magique quoi. Donc ça a permis ça. Et puis mais aussi dans la deuxième phase, nous on avait plein de gens qui étaient équipés que de postes fixes. Donc on a eu dans la première phase de la dispense de travail pour un certain nombre de collaborateurs d'agences et autres parce qu'ils n'avaient pas les moyens de travailler chez eux. Ils étaient confinés mais ils n'avaient pas les moyens de travailler chez eux. C'est quelque chose qu'on a complètement corrigé. Et en étant là innovant sur des choses qui existaient mais qu'on a mis vraiment en œuvre comme d'être capable d'envoyer un poste, faire lire un poste au domicile d'un collaborateur qui il le branche sur sa box dans son environnement et le poste se configure dans l'environnement de l'entreprise complet en respectant sa partie privée s'il veut en avoir une. Bon, mais ça, c'est des choses pareilles, c'est des projets, oh là là, ça va être compliqué, on les faisait pas. Et là, bam, on l'a fait en 6 mois et aujourd'hui, bon, on est tranquille, je veux dire comme ça. Et donc, sur ces sujets-là, Eric, par rapport à votre contexte, qui est quand même sensiblement différent du fait du métier, pourtant, il y a des similitudes aussi en termes de gestion des technologies, des équipes et comment vous avez abordé. On a une stratégie de dire que l'espace de travail du collaborateur, c'est un navigateur, en l'occurrence Chrome. Et donc, à partir de ce moment-là, si un collaborateur a une connexion Internet, eh bien, il est à même de pouvoir travailler. Donc, cette stratégie de Chromebook navigateur comme espace de travail s'est révélée très efficace. D'un autre côté, on avait aussi une stratégie Move to Cloud. Donc, les stratégies de l'informatique sont des stratégies de business partner pour faciliter l'éclosion des projets business. Donc, Move to Cloud, le navigateur, la data et la sécurité. Et pour le reste, j'entendais mon camarade tout à l'heure qui parlait des problématiques de Shadow IT. On n'est pas trop ennuyé là-dessus, dans le sens où on est en pleine transformation, donc le business a beaucoup de choses à déployer. Que les innovations, l'époque, les pilotes, on les fait directement avec le business. Donc, si on a suffisamment de boulot à leur donner, ils n'en cherchent pas ailleurs. Et puis, après, il reste encore un petit peu de place pour quelques épiphénomènes par moment, mais qui ne sont pas si dangereux que ça, quoi. D'accord. Donc, c'est une stratégie qui est un peu englobante parce que l'entreprise, globalement, s'est mise en mode agile, quoi. Ouais. Donc, tout le monde travaille en mode agile. La question, c'est une question de confiance entre les différents acteurs pour que ça marche. Oui. Et pour créer… Donc là, la confiance, finalement, elle s'est établie au fil du temps aussi, et ça se travaille, ça se cultive. Finalement, les premières briques
qui ont montré tout leur intérêt, là, en particulier cette année, mais c'était quelque chose qui s'est déployé au fil du temps. Vous parliez de stratégie de Move to Cloud. Comment vous avez intégré, ou tout à l'heure, de projets data, de BI aussi avec les métiers. Comment ça, vous avez intégré des innovations technologiques qui sont aujourd'hui bien ancrées et finalement, comment vous abordez les choses pour la suite? On a souvent une approche proactive. Hein. Ce n'est pas à la DSI de décider de la stratégie de la boutique. Il ne faut pas se prendre pour les censeurs et dictateurs des entreprises, mais on est force de proposition d'une part, et puis les échanges entre la volonté du business, les difficultés qu'ils peuvent avoir, et puis ce que la technologie peut apporter comme solution d'autre part, c'est un cocktail qui, à la fin, est plutôt agréable et plutôt efficace. Et on se retrouve avec, en travaillant avec des chauffeurs, avec des opérationnels, on travaille énormément avec la performance. Hein, on a une direction performance et on travaille avec eux sur comment on aide le business à être plus efficace. Et en intégrant des acteurs terrain, donc des utilisateurs finaux, dans le process du MVP, pour qu'ils soient acceptés à la fin. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est de dire que tout ce qui est application, ça doit être comme les applications grand public, ça doit être intuitif, il ne doit pas y avoir besoin de formation ou quasiment pas. Et est-ce que justement, pour pouvoir s'interfacer avec tout ça, on parle d'architecture ouverte ou de manière d'aborder les choses qui permettent de s'ouvrir au fur et à mesure que les besoins vont se présenter pour ne pas risquer de faire une impasse ou sur quelque chose? Comment vous fonctionnez par rapport à ces cas de force majeure ou ces moments de cycle court de décision et de mise en action? Je fais partie du COMEX depuis que je suis arrivé chez Veolia. Ouais. Ça fait 10 ans, j'échange avec l'ADG, la DAF, la DRH, la direction des opérations, la performance, de manière régulière, et les patrons de business unit. Donc, il y a un échange et ils remontent leurs difficultés, ils remontent les cas où on n'est pas suffisamment fiable. On a énormément besoin de data dans ce qui est environnemental pour prouver que l'on fait les choses correctement. Là aussi, on a besoin de la confiance de nos consommateurs, en quelque sorte. En gros, s'ils viennent chez Veolia, c'est parce qu'ils savent que ça sera traité correctement. Mais ils veulent aussi en avoir la preuve. Et la preuve, on leur amène par la data. Donc, le client, c'est que le déchet qui a été collecté chez lui, il a été traité dans tel incinérateur qui a fabriqué de l'énergie et de l'électricité et du chauffage pour des maisons à Lille, par exemple. Ça factualise aussi la contribution et la création de valeur de ce travail, de travailler ensemble, finalement. Voilà, avec le métier et vos interlocuteurs. Pardon. Et on a la chance d'être que le sujet environnemental, qui, je me souviens, il y a quelques années, ça intéressait personne. Aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de gens. Le climat, l'écologie, l'environnement, ça intéresse beaucoup de gens. Et donc, du coup, on a moins de difficultés que nos camarades à attirer des talents. Et technologiquement, on est à peu près au bon niveau. Et les projets auxquels on s'intéresse sont des sujets qui sont très motivants pour la génération Y, par exemple. Ils veulent avoir de l'impact et ils se disent, là, quand on va travailler chez Veolia, on a une petite chance de faire quelque chose qui va changer la donne. Et pour ce qui vous concerne, alors, Raphaël, est-ce que vous avez aussi un engouement dans vos équipes et cette question d'expertise technique, finalement, d'émulation qui s'est développée ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Je vais revenir sur la partie Shadow IT, où nous, à l'inverse, on essaie de la promouvoir. Donc ça fait partie du schéma directeur. On a eu trop de mal à avoir du Shadow IT dans tous les sens. On a réussi à récupérer quand même la grande majorité des SI. Pour autant, on est en train de pousser à ce que les gens s'invitent à faire du Shadow IT, mais dans un cadre complètement fermé. C'est-à-dire que c'est nous qui définissons les règles de sécurité, c'est nous qui définissons les environnements techniques sur lesquels ils le font, et ensuite on leur laisse la main s'ils ont envie de l'avoir. Et dans ces cas-là, uniquement dans ce cas-là, on est même capable de dire on en assurera la MCO si vous le souhaitez. Mais quelque part, c'est un bac à sable sécurisé qui leur permet de manipuler, d'expérimenter. C'est en cours de réflexion. On leur dit, on peut vous donner à disposition. On parlait de la data tout à l'heure.
on se dit qu'on va mettre à disposition des API pour qu'eux puissent également commencer à travailler sur leurs propres extractions et leurs propres… Donc, c'est à petite échelle. Hein. Moi, j'ai une toute petite DSI au regard des collègues. Hein. Mais ça joue. Je voulais revenir sur un autre point qui était sur le fait d'être préparé. On parlait de la gestion de crise. Alors, le cœur du métier de la NSM, c'est ça, c'est la crise, d'une manière générale. Alors, effectivement, le Covid, c'est un cas exceptionnel ou extrême, mais on a toujours travaillé dans la crise. Et sous l'impulsion de Jérôme Salomon, que maintenant tout le monde connaît, mais jusqu'à l'année dernière, personne ne connaissait vraiment son nom, on avait fait des simulations, un jeu de rôle complet avec des hôpitaux, avec le ministère de la Santé, avec un certain nombre d'acteurs de la santé, sur une attaque SI, sur des dispositifs médicaux et qui s'infiltraient un peu dans tous les ordinateurs, et on devait couper au fur et à mesure les applications, ou alors on ne pouvait plus accéder non plus à des manifestations qui étaient jouées, simulées, on n'avait plus accéder aux locaux, et il fallait savoir comment on réagissait. Et donc tout ça, ça nous a permis, c'était en 2019, de retravailler notre PCA, de remettre en place, de remettre bien à plat l'ensemble des procédures sur les 3 scénarios qui étaient l'indisponibilité du SI, l'indisponibilité des locaux et l'indisponibilité des gens. Et ben, toute cette partie, ce travail préparatoire nous a quand même servi pendant toute cette période-là, puisqu'on s'est appuyé là-dessus. Alors, évidemment, on l'adapte au jour le jour, hein, quand et on n'avait pas de scénario aussi catastrophe que ça. Mais pour autant, on a gardé l'ensemble des procédures de la même manière. Et le dernier point pour répondre à votre question, c'était sur la motivation des gens. Alors, je suis dans un environnement public, hein, où on ne peut pas augmenter, on peut difficilement sortir les gens aussi. Donc, on a besoin de trouver d'autres moyens. Et donc, le leadership passe par d'autres motivations, qui était déjà le cas avant la partie Covid. Il y a le côté un peu noble de travailler pour le service public, et encore plus quand on est en train de travailler dans la santé. Et donc, il y a une sorte de revalorisation. Alors, que ce soit bien clair, personne ne prenait les applaudissements du mois de mars pour nous, jamais. Pour autant, il y a quand même cette notion de se dire que quand on fait un travail au sein de la SI, de l'Agence du médicament, et qu'on est un des acteurs clés de la gestion de la santé publique et de la santé sanitaire en France, la sécurité sanitaire en France, et ben dans ces cas-là, on participe à sa petite échelle à une meilleure façon de travailler. Et ça, indépendamment de la partie financière, par exemple, qui rentre un peu moins en ligne de compte. Donc, nos motivations et la manière de motiver les équipes n'est pas la même. Et après, je pourrais redévelopper sur les différentes autres choses. Alors, je sais pas si on a encore un peu… Je voudrais qu'on garde un peu de temps pour des questions-réponses. Je voulais juste, Gilles, de votre côté, justement, cette dynamique avec les métiers, cet agent de changement aussi par l'innovation, comment vous l'apportez et comment vous interagissez avec vos pairs pour cette exploration permanente? Bon, nous, je dois dire que je suis assez d'accord avec ce que Didier a dit sur l'innovation. Il faut faire aussi un peu attention c'est un mot qui est assez large. Nous, au niveau du groupe, on a centralisé, on a voulu incarner l'innovation autour d'un Innovation Hub, parce qu'on pense qu'effectivement, l'innovation, c'est de l'innovation technologique, mais c'est de l'innovation d'organisation, c'est de l'innovation dans les compétences, c'est de l'innovation dans la capacité à faire fonctionner tout un ensemble. Donc, on l'a incarné et centralisé. Et dans lequel la DSI apporte justement son côté innovation, enfin idée technologique, en disant voilà, peut-être que cette technologie pourrait aider à faire avancer ou à résoudre tel ou tel problème métier. Là, en ce moment, on travaille beaucoup, par exemple, je parlais tout à l'heure de la gestion des flux et de notre capacité à repérer les flux. On travaille beaucoup sur la technologie LIDAR, par exemple, qui est une technologie qui est utilisée, qui a été et qui est encore beaucoup utilisée dans la voiture autonome. C'est ce qui permet à la voiture autonome de reconnaître un piéton, d'un chien, d'une poubelle, d'un panneau. Et ça aussi, on s'est aperçu que ça pouvait être très utile dans les aéroports, parce que ça reconnaît un adulte, un enfant, une valise, la valise abandonnée, le chariot. Est-ce qu'un tel est à une distance respectable d'un autre tel? Voilà. Donc, c'est un exemple de là où l'innovation technologique peut apporter un apport sur le métier. Donc, c'est un travail collaboratif entre
la DSI et les autres parties prenantes du groupe. Avec donc tes hubs qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver sur ces plateformes. Merci. Exactement. Alors, merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages et pour votre vision. Philippe, qu'est-ce que nous avons comme question en synthèse? Je crois qu'on en a plusieurs dizaines. Voilà, donc beaucoup de questions qui font souvent écho aux constats qu'on a pu faire dans notre rapport et aux questions qu'on a relayées de toute façon. Je citerai à titre d'exemple qu'il est clair qu'il y a eu des sujets dont la criticité va croître, à titre d'exemple la sécurité informatique, mais aussi l'empreinte environnementale. Et de ce point de vue, je ferai référence à d'autres séminaires du G9+, sur l'empreinte environnementale qui couvrent et continueront de couvrir ces sujets. Alors, 2 points peut-être très larges comme question pour permettre aux intervenants de réagir. L'une, c'est la transformation accélérée pose un certain nombre de questions organisationnelles du type faire ou faire faire, la relation au prestataire. Donc, est-ce qu'elle a changé? Quel est leur rôle qu'on voit aujourd'hui? Comment vont-ils fonctionner? Est-ce que l'on va rentrer dans un management à distance ou à mode hybride? Voilà, premier type de question. Deuxième question qui est la relation avec les ressources humaines dans ces processus de digitalisation et numérisation. Comment a-t-elle eu lieu? Est-ce qu'elle a changé? En quoi la perception de la DSI a pu changer? Et puis plus fondamentalement, une question très large, mais qui est la DSI comme acteur stratégique par rapport à l'innovation, par rapport à des questions résilience, réaction dans le choc, adaptation, mais jusqu'à quel point est-ce que c'est pérenne? Jusqu'à quel point est-ce que la DSI peut intervenir sur des visions et peut travailler en collaboratif, en transversal? Voilà, un peu les quelques points, un peu les 2 grands sujets pour faire écho au rapport. Hein. Voilà, je ne sais pas, Valentine. Alors, qui prend la parole? Sur le dernier point, je veux bien intervenir. Oui. Je pense qu'un DSI, c'est quelqu'un qui met une technologie pour outiller les process. Et donc, si vous voulez intervenir sur la stratégie, il faut que vous soyez crédible d'un point de vue métier. C'est-à-dire que le DSI doit connaître le métier de son entreprise pour pouvoir échanger sur ce que la technologie apporte. Donc là-dessus, c'est le fait de ne pas être un DSI au COMEX, mais d'être membre du COMEX et DSI. Et c'est là-dessus que ça change tout. C'est-à-dire qu'un membre d'un CODIR ou d'un COMEX peut intervenir sur quel sujet que ce soit, parce qu'il est crédible. S'il est juste là parce qu'il est le techos du coin, et pour la partie IT, il ne pourra pas intervenir sur cette partie-là. C'est une question d'être un pair parmi le comité de direction qui permet de faire ce genre de choses et d'apporter la couche technologique en plus. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Alors, je vais reprendre la main sur la partie résilience, parce que j'aime beaucoup ce mot. Je pense que la DSI, alors je vais reprendre la partie plutôt technique d'ailleurs, la DSI doit avoir une infrastructure qui a une résilience aussi forte que celle que l'exige le métier. Et nous, on a été impressionnés par la capacité de l'agence à s'adapter à ces nouveaux modes de travail à distance. Et on a dû également adapter la résilience infrastructure à leurs besoins de résilience métier, que ce soit dans la gestion de la crise. Et ça, je pense que c'est une vraie leçon qu'on a eue sur les 6 derniers mois, c'est qu'on a été acteurs et contributeurs de cette résilience, mais on a encore besoin de faire des efforts sur notre résilience d'infrastructure pour accompagner encore plus le métier dans ces périodes de crise. Et juste pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on est passé d'un extrême à l'autre quelque part? Résilience revient à l'état initial. Là, on arrive à un mode hybride qui est ni complètement l'un ni complètement l'autre, qui demande encore une autre gestion. Ça rejoint aussi ce que disait Gilles sur le côté surcapacité, sous-capacité. Finalement, comment on trouve un équilibre qui n'est pas stable entre les deux? Là-dessus, je pense que l'équilibre aujourd'hui est en mouvement. Donc, on ne peut pas parler, la stabilité vient de la vitesse. La DSI, le business évolue rapidement et la DSI doit évoluer à la même vitesse que le business. Quand je dis le business, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent, hein,
les process, l'évolution des process, ça vaut pour le public pareil. C'est-à-dire que les choses évoluent très vite et le SI est là pour outiller, étayer l'évolution des processus de l'entreprise ou de l'organisation. Et donc, si on n'est pas assez rapide, enfin, je reprendrai la parole du Tché qui dit la révolution, c'est comme une bicyclette, quand elle n'avance plus, elle tombe. Et ben, c'est pareil pour l'informatique. C'est un vélo, il n'y a pas de petite roulette. Donc, si vous arrêtez de pédaler, vous avez le pied par terre. C'est une bonne définition. Ouais, je voulais, sur le thème de l'accélération de la transformation, j'en sais rien, mais ce que je pense que cette crise, en tout cas, a permis de voir, c'est que ça enlève un certain nombre de blocages. Si je prends le parallèle au mois de mars, moi je prends le parallèle de la piscine souvent dans les équipes. On avait construit une piscine, elle était peut-être trop grande, peut-être trop petite, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'eau, mais il y avait beaucoup d'utilisateurs qui tournaient autour, qui ne plongeaient pas dans la piscine. Et au mois de mars, ils ont sauté dans la piscine, puis ils se sont aperçus, alors parfois l'eau était un peu froide, parfois ils ne savaient pas très bien nager, on leur a lancé des bouées, parfois bon. Mais notre travail, c'est ça, c'est de construire les piscines, d'anticiper pour construire les piscines demain, et puis d'accompagner le business pour qu'il saute dans la piscine. Et c'est parfois ce qui est compliqué. On a parlé de la relation avec la DRH, où il y a un environnement qui est compliqué, qui fait que parfois on a du mal à aller jusqu'à la fin. Et là, la crise nous a permis d'y aller franco. Personne ne s'est posé la question, tout le monde a sauté dans la piscine. Bon, j'espère qu'il y avait de l'eau. Des fois, il y a peut-être des endroits où il n'y avait pas beaucoup d'eau et ça a été plus compliqué. Tout le monde a appris à nager, en fait. Ouais, mais tout le monde a appris à nager. Donc, c'est une grande leçon de la crise. Il ne faut pas avoir peur de sauter dans la piscine. Didier? Oui, enfin, je vais reprendre le point RH, peut-être. Alors, si vous avez un sport, puisqu'on était au vélo, à la natation. Ah, le sport, moi, le sport, je suis naturellement plus configuré rugby que ballet, mais non, mais avec la RH, enfin, les problématiques RH ont été un petit peu comme on évoquait, c'est-à-dire que ça faisait un petit moment, par exemple, sur le télétravail, où tout le monde tournait autour, à fixer un cadre, à faire des expérimentations, c'était compliqué, il fallait que les organisations représentatives du personnel, blablabla. Là, il n'y a pas eu le choix. C'est un peu comme la piscine, donc il a fallu y aller. Et il n'y a pas eu d'autorisation à demander. Tout le monde s'est retrouvé en télétravail. Et donc après, ils étaient un petit peu après la guerre. Dans la deuxième phase, enfin la phase de déconfinement, ça a été, alors, qu'est-ce qu'on fait autour maintenant du télétravail? C'était plus une question, c'était comment on organise ça, et donc plutôt sur 2 à 3 jours par semaine. Et c'est passé comme une lettre à la poste, alors que ça faisait des années que tout le monde se regardait. Et c'est un peu la difficulté, je pense, avec les RH, mais ça évolue. Enfin, c'est comme nous, l'informatique, on n'était pas bon et on évolue. Est-ce que les RH sont rentrés dans la mêlée avec vous, puisque vous parliez de rugby? Oui, maintenant, oui. Voilà. C'est un peu plus simple. Ils ont quelques plafonds de verre qui ont sauté et tant mieux. Et donc, les attitudes, même par rapport aux représentations du personnel, ont un petit peu évolué. C'est-à-dire qu'on les implique plus plutôt que de les voir comme des adversaires. Donc, merci. Voilà. Et donc, le mot de la fin, Raphaël, vous, est-ce que vous êtes plutôt mêlé, natation, vélo? J'aurais plutôt été rugby. Aussi. Ou alors, mon sport, c'est plutôt le golf. Et le golf, c'est un jeu d'erreurs. C'est celui qui fait le moins d'erreurs qui arrive à gagner. Donc, il faut essayer de... C'est ça ce que j'essaierai de voir. Dans beaucoup de sports, je crois. Alors, écoutez, merci beaucoup. On s'était donné jusqu'à 19h30. Alors, Didier, le président du G9+. L'autre, oui. Voilà. L'autre Didier. L'autre Didier. Non, mais vraiment, tout d'abord, je vous remercie tous parce que c'était extrêmement clair. Moi justement, je suis DSI. Et pourtant, président du G9+, président de Minidigital. Et j'ai beaucoup pesté parce que moi, l'informatique, ça date de 82 à peu près, donc quelques années. Et on avait vraiment l'impression, dans mon vieux souvenir, que quand on avait un besoin, on allait voir son DSI qui nous apprenait à nous en passer. Et je pense qu'en fait, depuis ces temps très anciens, ça a beaucoup changé. Et cette crise a vraiment beaucoup changé les choses. Et ça a été vraiment très bien dit. Et en fait, on peut plus, il n'y a plus d'excuses finalement. Le collaboratif à distance, moi je me souviens, on m'avoir dit non, c'est pas possible. Non, quel intérêt? Non, il y a plus d'excuses. La data, vraiment honnêtement, autrefois,
avec de l'intelligence, de l'expérience, les choses ne changeaient pas, étaient constantes. On n'avait pas besoin de data. On maîtrisait, on n'avait pas besoin de regarder les chiffres. C'était pas la peine, on savait bien ce qui allait se passer. Là, tout a changé. Tout change. Et là, on a besoin de data. Et là, moi, je sens d'ailleurs une grosse tendance. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur la data vise. C'est que autrefois, bon, on avait son listing, hein, ces vieux listings avec des picots dedans, ça allait très très bien. On les empilait, on les regardait vaguement. Non, il n'y a rien de bizarre. Maintenant, avec la data vise, on va pouvoir manipuler la donnée, la comprendre et finalement lui donner accès à tout le monde. Parce que c'est ça, en fait, le gros truc. Et puis, bon, je pense que derrière ça, c'est la mise à l'échelle de l'innovation. C'est quelque chose qui a été déjà vu plusieurs fois dans le cadre de conférences du G9+, qui ont été organisées par le cycle prospective ou avec le cycle prospective. Et clairement, vraiment, maintenant, on se pose la question, c'est, on fait une innovation, comment la déployer à l'échelle? Et c'est un des gros défis, parce que l'agilité, c'est un peu ça. On a des outils qui permettent de changer les choses rapidement, mais il faut que toute l'organisation suive et que ce ne soit pas un petit quelque chose, une branche qui mourra un jour. Donc vraiment, je vous remercie tous. Je remercie, alors là, j'ai toute une liste de gens formidables à remercier. En particulier aussi le CIGREF, hein, Clara Morlière et Frédéric Lowe, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis, je vais quand même citer tous les membres du cycle prospective, hein, Anna, Elodie, Eric, Louis, Philippe, Nicolas et Valentine, qui a animé la table ronde. Une dernière petite chose avant de vous laisser couper la vidéo. C'est une semaine riche pour le G9+. On a également une conférence organisée par nos camarades de l'ESSEC le 28 janvier, hein, une table ronde sur 4 secteurs en mutation post-Covid. Et là, c'est un autre angle. C'est plutôt côté des usages, donc l'aspect éducation, l'aspect événementiel, l'aspect culture et l'aspect connaître. Donc, je vous invite tous à trouver le lien sur le site du G9+. Je vous invite tous aussi à vous abonner à notre newsletter, à bien nous suivre. Là, il n'y a plus beaucoup de conférences, mais là, rassurez-vous, on a beaucoup de conférences qui vont arriver et d'autres choses un petit peu audacieuses. Et je vous rappelle, bien sûr, le livre du G9+, parce qu'il y a toujours l'aspect environnemental qui nous préoccupe beaucoup et sur lequel il y aura des choses à dire plus tard. Donc, je vous remercie tous. Merci Valentine. Merci Eric, merci Didier, merci Raphaël, merci Gilles. Merci pour vos témoignages, pour votre communication. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Et merci Philippe aussi pour les questions. Il y en a eu beaucoup. Je pense qu'il serait peut-être si vous pouviez tous, on va vous les envoyer. Et si vous pouviez répondre à une question parmi toutes celles-là, et on la mettra sur notre site. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Voilà. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée. Merci à nos éditeurs. Au revoir.